Bonsoir à tous. Donc je vais continuer à me présenter en fait, puisque je suis certes co-auteur d'un bouquin, mais surtout un praticien de l'e-réputation depuis, j'ai envie de dire depuis que j'utilise Internet, mais surtout depuis 3 ans et demi quand on a lancé la société. Donc nous sommes une agence d'e-réputation et si je vous parle de nous, c'est pas pour faire de la pub, c'est plutôt pour vous expliquer l'évolution du contexte à l'époque. À l'époque, on parlait encore très peu d'e-réputation. On en parlait parfois dans certains milieux professionnels, j'ai envie de dire, pour les entreprises. Mais depuis, cela s'est développé aussi bien pour les individus, les particuliers lambda, les dirigeants d'entreprise et bien sûr l'ensemble des entreprises, que l'on parle du boulanger du coin dont je viens de diffuser une photo sur Facebook parce que je trouvais que sa pub était particulièrement moche. Donc j'ai eu un impact sur son réputation quelque part, à une grande entreprise ou à tous ceux d'entre nous qui vont tweeter, Instagrammer ou que sais-je encore ce soir, et donc ils vont bâtir une réputation les uns des autres et la leur propre. Donc aujourd'hui, l'e-réputation, on peut dire, ça il y a un intervenant juste après moi qui va en parler, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui va durer, qu'on est en train d'intégrer tous dans nos métiers de la communication. Et au-delà de la communication, l'e-réputation, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des gens, et l'ensemble des gens au sein de l'entreprise, quelles que soient vos fonctions, vous avez un impact sur les réputations de votre organisation. Alors, cet impact, pourquoi est-ce que l'on l'a moi j'ai envie de dire que je ne me retrouve pas dans la plupart des définitions qu'on peut trouver de l'e-réputation sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur Wikipédia et que vous avez tapé l'e-réputation, c'est un cauchemar, c'est un article qui est extrêmement long, confus. L'e-réputation, pour moi, c'est une influence. C'est l'influence que produisent les éléments qu'on trouve sur le web vous concernant. Et quand je dis vous, c'est vous en tant qu'individu ou vous en tant que marque, qu'entreprise. Donc c'est cette influence, l'e-réputation. Parce qu'on ne se résume pas à son réputation, souvent on a une réputation qui vous précède, et on ne va pas se prononcer uniquement à partir de l'e-réputation, elle va faire évoluer la perception qu'on avait d'un produit. Si on a énormément envie d'un produit et qu'on tombe sur des avis qui disent qu'il n'est pas génial, ça ne va peut-être pas nous empêcher de l'acheter. On va peut-être y aller pour d'autres raisons quand même. On a soit un besoin irrépressible, soit on n'a pas le choix. C'est le seul hôtel qui est disponible dans la ville, on va y aller quand même. Donc l'e-réputation ne fait pas tout, mais elle est très importante. Les enjeux de l'e-réputation, pour moi, ils sont très clairs. Ils sont ceux qui ne bâtissent pas leur e-réputation aujourd'hui, les entreprises qui restent à côté du web, à côté de l'e-réputation, qui sont absents, sont, pour ainsi dire, condamnés à terme, parce que toutes nos décisions sont impactées par cette e-réputation, par les recherches que nous faisons sur Internet, jusqu'à bien... Il y a peu de temps, c'était essentiellement ça, c'était Google qui décidait de votre réputation. Maintenant, c'est de plus en plus les réseaux sociaux, les recommandations de vos amis, les recommandations de vos pairs. Donc les entreprises, les marques qui sont absentes vont être condamnées. Condamnées pour plusieurs raisons. Elles vont être condamnées parce que d'une part, elles auront moins de visibilité, elles seront moins achetées, et également parce qu'elles ne pourront pas attirer les meilleurs. Si on interdit à ces salariés, je prends un autre exemple, d'être présents sur LinkedIn et Viadeo pour des raisons de confidentialité. Si on ne les laisse pas bâtir avec vous votre marque employeur, vous ne pourrez pas attirer les meilleurs. Vous serez condamné à attirer des gens qui ne cherchent pas la visibilité, qui n'ont pas d'ambition. Aujourd'hui, c'est un moyen de bâtir son réputation, de se construire une carrière, de bâtir son ambition. Pour autant, une réputation, ça ne se contrôle pas. Et notre société, Réputation Squad, a souvent été qualifiée de nettoyeur du net parce qu'on a une particularité par rapport à beaucoup d'acteurs de réputation qui viennent d'autres métiers. Aujourd'hui, tout le monde fait de réputation. C'est comme M. Jorin, on peut faire des RP, on fait de réputation, et c'est vrai, on participe, les médias traditionnels participent à la création d'une réputation, on va retrouver les articles en ligne, les gens vont parler des articles en ligne. Donc tout le monde fait de réputation. La particularité que nous avons, nous, et ça joue sur notre vision de réputation, c'est que nous intégrons les questions juridiques aussi
à la gestion d'e-réputation. Ça veut dire que des éléments peuvent être retirés d'Internet. Tout n'a pas à être sur Internet. J'y reviendrai plus tard. Mais pour autant, on ne contrôle pas une e-réputation. Vous ne pourrez pas décider à 100% de votre e-réputation. Vous aurez beau avoir les meilleurs avocats du monde, vous aurez beau produire du contenu à tir-larigot toute la journée avec des moyens de référencement très puissants, vous ne contrôlerez pas absolument votre réputation, votre e-réputation encore moins. En revanche, vous devez de l'influencer. Vous ne pouvez pas subir, ou positivement ou négativement d'ailleurs, mais vous ne pouvez pas dépendre uniquement de ce que disent des personnes extérieures, de vous, de vos marques, de vos produits. Vous devez d'influencer votre réputation. Donc les réputations sont des opportunités, opportunités de développer un business, de faire progresser sa carrière, de rencontrer du monde, de réseauter. Mais c'est également des risques. Donc les risques pour les entreprises, c'est important de les rappeler parce qu'ils vont grossissant avec notre utilisation de plus en plus répandue du cloud. Le fait qu'on utilise tous un nombre de devices, un nombre de mots de passe qui sont de plus en plus complexes à gérer et de moins en moins bien gérés au sein des entreprises. Et donc il y a des risques très importants et qui ont touché ces dernières années à l'e-réputation de marques comme PlayStation par exemple, avec le vol de données personnelles de clients. PlayStation s'est fait hacker les données bancaires des utilisateurs du PlayStation Network. Ça a eu un impact très fort, ça on ne sait pas forcément, mais très fort et très durable sur le cours en bourse de Sony PlayStation. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de barrière aujourd'hui entre le virtuel et le réel. Un article de presse a un impact sur une réputation et quelque chose qui se passe sur le web, qui se passe dans le virtuel, va avoir un impact sur un cours en bourse, va générer lui-même des articles de presse, etc. Donc les pertes de données personnelles des clients, c'est un des risques. Les salariés mécontents qui dévoilent des documents confidentiels, on le voit assez régulièrement, on le voit en politique par exemple. Le hacking, qui est un risque dont on ne doit pas sous-estimer, qui touche un très grand nombre d'entreprises, et pas seulement des très grandes entreprises. Et enfin, les dénonciations anonymes. Aujourd'hui, on l'a vu avec Wikileaks. J'aime à dire qu'avec Wikileaks, c'est la fin du secret. On ne peut plus... le règne de la transparence, même s'il n'est pas absolu, on peut dire que le secret n'est plus permis. Le secret absolu n'est plus garanti. À partir du moment où vous avez des documents quelque part, vous devez vous préparer à leur possible diffusion. Vous ne pouvez pas vous en protéger de manière complète. On le voit avec les services secrets de tous les pays, j'ai envie de dire, ont été exposés à un moment à des leaks. Eh bien, on est tous exposés à ces leaks-là. Il faut l'intégrer, il faut être prêt à gérer des situations comme ça. Et je crois qu'il y a un intervenant qui vient après sur les questions de gestion de crise. Gérer son e-réputation, c'est assez sympa, c'est ludique. Ça nous demande d'utiliser des outils qu'on a l'habitude d'utiliser souvent dans le cadre du loisir, le blogging, Facebook, Twitter. Pour autant, il ne faut pas s'y perdre. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait une stratégie derrière tout ça, parce que sinon vous allez juste vous amuser et vous n'allez pas avoir d'impact réel, soit sur votre carrière, soit sur l'activité de votre entreprise. Je peux prendre un exemple, c'est Google+. Quelqu'un qui passerait énormément de temps à créer du contenu, à diffuser du contenu sur Google+, il se ferait plaisir, mais il n'aurait aucun impact, ou quasiment aucun, sur le business de son entreprise. Même ordre d'idée, il y a des plateformes tout le temps qui deviennent à la mode, comme Pinterest récemment. Il faut se poser la question du retour sur investissement de ces plateformes-là. Il ne faut pas juste y aller parce que c'est amusant. Il s'agit donc d'avoir une stratégie, des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire en bâtissant mon réputation? Comment je vais la bâtir par rapport à ces objectifs? Des méthodes. On va faire des choix de plateforme, des choix de contenu concret. Et des équipes. Ça, je reviens au côté ludique. Attention de ne pas choisir le passionné parce qu'il est passionné. Aujourd'hui, l'e-réputation, c'est pas parce qu'on est fou de Facebook qu'on va être bon en e-réputation.
Ce qui compte, c'est d'être bon en communication, c'est de bien comprendre la stratégie de son entreprise, c'est d'être capable de faire preuve de psychologie, de comprendre les interlocuteurs qu'on a sur le web. Aujourd'hui, derrière chaque site, derrière chaque blog, derrière chaque commentaire, chaque avis, il y a une personne qui a une psychologie et qu'il faut aborder différemment. Vous avez besoin de gens fins et pas forcément de geeks absolus. Donc il faut se poser la question des compétences quand on met en place une stratégie d'e-réputation parce qu'elles sont variées. L'e-réputation, ça couvre énormément de métiers de la communication. Il va y avoir les questions de référencement naturel, les questions de RP, de IRP aujourd'hui, la relation avec les blogueurs qui est assez importante. Le rédactionnel, on voit un retour vraiment dans nos métiers très important des profils littéraires, la capacité à attirer le lecteur, à générer du partage sur les réseaux sociaux parce qu'on crée un contenu qui est passionnant, qui est intéressant, qu'on a envie de partager. Ça, ce sont des compétences importantes et qui ne relèvent pas forcément de la geekerie. Donc, comment débuter l'intégration d'e-réputation à votre communication? Tout d'abord, il y a une phase de bilan. Elle est absolument nécessaire. Alors, ce n'est pas seulement un audit e-réputation, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont proposé ça, mais je vais vous faire un audit e-réputation. Non, ça va au-delà. Ce n'est pas seulement vos présences sur le web, ce que disent les gens de votre marque sur le web qui compte. C'est aussi quel est l'ADN de votre marque, quels sont vos publics, quel contenu pouvez-vous créer, et en fonction de ça, vous allez pouvoir bâtir une stratégie. C'est là le bilan qu'il est à faire. Toutes les marques n'ont pas les mêmes fonctions à occuper sur Internet. Tout le monde n'est pas une marque conversationnelle qui va générer énormément de buzz de manière régulière et qui a le potentiel de faire rire les gens. Pour autant, on a beau être B2C et très spécialisé dans une niche qui va concerner un public extrêmement restreint, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer son e-réputation. Ça ne veut même pas dire qu'il faut être absent de Facebook. Souvent on va dire non mais Facebook ça concerne très peu de marques. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que Facebook ça concerne toutes les marques. Alors on n'a pas du tout le même degré d'implication à avoir et la même chose à y faire suivant le type de marque que l'on est. Et typiquement nous, je pense qu'on n'a jamais recruté un client ou un prospect au travers de Facebook et je pense qu'ils n'y vont même pas sur notre Facebook. Par contre, ça nous permet de recruter. Typiquement, pour moi, l'objectif de Facebook sur une entreprise comme la nôtre, c'est un moyen de mettre en avant d'autres aspects de notre marque employeur, avoir un côté un peu plus sympa, montrer des activités que peuvent avoir les gens une fois qu'ils sont salariés, etc. Voilà, ça c'est un axe qui nous est propre et pour une boîte B2B, ça peut être la même logique. On est dans une industrie qui n'est pas très sexy, qui est un peu vieillissante. Mettons en avant une ambiance, mettons en avant quelque chose au travers de Facebook pour des jeunes potentiels qui, eux, vont sur ces réseaux-là pour se faire une idée de l'e-réputation de leur futur employeur. Ensuite, après cette phase de bilan, il y a le choix des supports. Donc ça, le choix des supports, comme celui de Facebook que j'évoquais à l'instant, il va être fonction de votre temps, de vos moyens et de vos compétences. L'e-réputation, ça se gère quand même beaucoup en interne. Il ne faut pas forcément attendre tout d'une agence, sauf si on a des moyens conséquents et financiers à y consacrer. On peut beaucoup gérer de son e-réputation à partir de l'interne. Mais encore faut-il s'organiser et savoir les types de talents que l'on a. Est-ce qu'on va être plutôt fort dans la création de contenu rédactionnel technique? Donc on va privilégier des supports particuliers, on va aller sur SlideShare par exemple, on va diffuser du savoir-faire, on va montrer une expertise. On est plutôt des communicants, des gens qui seront à l'aise devant une caméra, privilégions les vidéos, créons une chaîne YouTube, diffusons régulièrement des interventions de nos salariés. Donc à chaque entreprise, le contenu à créer. Pour autant, j'ai envie de rappeler les principaux lieux d'influence pour votre réputation qu'il ne faut pas négliger malgré les effets de mode. Il y en a un qui est très important, c'est le site corporate. C'est quand même la référence. C'est un lieu qui va être consulté de manière systématique, même s'il n'est pas du tout conversationnel. On ne va pas aller échanger avec vous sur votre site corporate en général. On va se contenter d'y piocher de l'information, mais ça va être la source d'informations officielles, exactes, à jour,
Donc c'est important de la préserver. L'avantage, c'est que l'implication, elle est forte au moment de la création, mais elle est plus faible par la suite. Donc c'est différent du blog, qui lui est la destination privilégiée, en tout cas dans les stratégies que nous on met en place, pour vos liens sociaux. Avoir des présences sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, c'est très bien, mais il faut renvoyer quelque part. Le lieu idéal vers lequel renvoyer, d'après nous, c'est un blog. Donc le blog, par contre, c'est un investissement en temps et en création de contenu qui est fort. Il faut être capable de faire des articles, il faut être capable éventuellement de faire des vidéos, des infographies. Et l'avantage, c'est que par rapport au site corporate, il permet d'engager la conversation, il permet d'initier une relation qui est différente avec vos publics, avec vos communautés. Facebook, petit rappel de ce que je vous disais juste avant, là, l'implication elle est extrêmement variable. Vous pouvez en avoir une très faible, mais qui sera pour autant rentable dans le spectre global de votre réputation. Et on s'attend souvent à un retour, à beaucoup d'engagement sur Facebook, mais pas forcément. Vous pouvez être une marque, où les gens vont juste aller voir quelques photos, se renseigner un petit peu, et ça ne veut pas dire que ça n'aura pas rempli son rôle, même si les conversations ne sont pas forcément très importantes. Twitter, alors je connais moins la situation en Suisse, mais je pense qu'on peut extrapoler à peu près par rapport à ce qui se passe à quelques kilomètres d'ici. Cela demeure un lieu essentiellement pour toucher les influenceurs. Donc c'est absolument indispensable d'y être présent, quelle que soit la typologie d'entreprise. On a tous des influenceurs à toucher, même si ce sont quelques journalistes très spécialisés, même si ce sont quelques experts ou quelques organismes publics. On ne peut pas se permettre d'être absent de Twitter, et on peut d'autant moins se le permettre, je pense, que pour les situations de crise, c'est quand même un outil rêvé pour répondre du tac au tac et pour diffuser une information si on a besoin de la diffuser de manière très rapide. On le voit, alors je ne sais pas si vous suivez la politique française, mais voilà, en ce moment, ce qui est en train de se passer avec l'UMP ou ce qui s'est passé avec l'annonce d'Audrey Pulvar, c'est typique, c'est Audrey Pulvar, c'est mieux avant, parce qu'elle a envoyé un SMS. Mais pour l'UMP, voilà, c'est le meilleur moyen de réagir au tac, d'être repris. Maintenant, les tweets sont carrément repris dans les articles de presse. On se doit, si on veut influencer son réputation, d'être sur Twitter. J'aimerais aussi insister sur la dimension négative, anxiogène de l'irréputation. Donc, Internet, c'est globalement du positif. Après, il y a quelques aspects dommageables et qu'il faut apprendre à gérer. Internet n'est pas une zone de non-droit. Vous pourrez supprimer des choses qui sont fausses, qui sont diffamatoires, qui sont très graves sur votre marque, sur vous-même. Vous pouvez les supprimer. Donc ça, c'est quelque chose qui est soulageant. Par contre, moi, je déconseille de supprimer les avis négatifs, qui sont légitimes. Et au contraire, nous encourageons nos clients à se plonger dans ces avis-là, à récupérer toutes ces données qui sont dispersées sur les sites d'avis, sur les forums, sur les réseaux sociaux, les agréger, les analyser, c'est ce que nous les aidons à faire, et à en tirer des conclusions. Et pas seulement des conclusions en termes d'irréputation, c'est pas puisqu'il y a ça, je vais essayer de le faire reculer en créant un blog, ou que sais-je encore, ça peut en faire partie, mais c'est avant tout pour en tirer des conclusions opérationnelles. C'est l'accueil n'est pas satisfaisant dans mes magasins. Les gens n'arrivent pas à trouver l'information, n'arrivent pas à joindre le SAV sur mon site web, donc ils m'interpellent sur Twitter. Il faut que j'améliore l'ergonomie de mon site. Il y a à chaque fois de ces avis négatifs, de ces critiques, du bon et du progrès à récupérer. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle, je ne me souviens plus, qui parle de la multitude. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, c'est le plus grand changement auquel on fait face et qui est essentiel dans les réputations, c'est la gestion de cette multitude, apprendre à absorber toutes ces données, à les laisser entrer dans l'organisation, à les laisser entrer même dans nos plateformes, créer des plateformes qui soient perméables, qui accueillent les données qui viennent, les tweets, les avis qui viennent de l'extérieur et qui vont enrichir votre marque, qui vont enrichir vos produits, qui vont vous faire évoluer. L'irréputation, ce que ça change aussi pour nous tous, c'est qu'on devient un média.
c'est absolument incontournable. Nous sommes aujourd'hui des médias. Qui dit média, dit du contenu à produire, du contenu de qualité. Il ne suffit pas de produire du contenu. S'il n'est pas vu, s'il n'est pas partagé, ça ne sert à rien. Donc il y a des questions à se poser, puisqu'on devient un média. Quelles sont vos cibles? Je ne vais pas produire le même contenu pour des actionnaires, pour des groupes, des ONG qui s'opposent à ma marque, ou pour des journalistes. Il va falloir que je m'adapte dans le contenu que je crée et que je sache cibler mes publics. Quelles sont mes ressources internes, externes? Qu'est-ce que je vais pouvoir produire en termes de contenu? Est-ce que ça correspond aux cibles que je souhaite adresser? Et enfin, il faut penser diffusion et référencement. Si c'est pour aller poser du contenu à un endroit que personne ne voit, ça ne sert à rien. Il faut que votre contenu soit mis sur des plateformes qui encouragent le partage, qui soient attractifs pour être partagés sur les réseaux sociaux, et également qui ressortent bien dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, nous, c'est ce que l'on s'efforce d'inculquer à tous mes membres de l'équipe et à tous nos clients, c'est la culture du référencement naturel. Que l'on produise une vidéo, qu'on la mette sur YouTube, que l'on écrive un article de blog, que l'on fasse un choix même en RP entre plusieurs magazines. Avant, on choisissait un magazine pour sa diffusion. Moi, maintenant, je choisis aussi les tribunes. Par exemple, quand on conseille un grand patron, on va lui conseiller une tribune en fonction de la capacité de référencement du site. Il y a des sites qui sont peut-être moins puissants en presse papier, mais qui remontent beaucoup mieux sur Google. Donc ça, ce sont des nouveaux critères à intégrer dans vos choix. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que gérer son réputation, c'est une aventure sans fin. On a tous commencé il y a quelques années, on s'arrêtera probablement soit sur notre lit de mort pour les plus passionnés, soit à partir du moment où on n'aura plus d'enjeux, où on n'aura plus de carrière à gérer, où on n'aura plus d'envie, plus de personnes à séduire, plus d'aventures à mener. Il va falloir bâtir cette réputation d'une manière qui est continue, qui est durable. On ne peut pas s'arrêter de bâtir son réputation et dire ça y est, j'ai fini, j'ai construit mon réputation, j'y reviendrai dans 1 an, dans 2 ans. Non. Votre LinkedIn, en tant que professionnel, il doit évoluer de manière régulière. Votre blog, il doit être alimenté en permanence en tant qu'entreprise, etc. Il faut adopter les nouvelles tendances et sélectionner les plateformes, les contenus qui conviennent le mieux à votre ADN. Ça, c'est un rappel de ce que j'ai dit avant, mais je pense que c'est extrêmement important. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire et sur les plateformes qui correspondent au contenu que vous savez créer, aux cibles que vous souhaitez adresser. Ne vous dispersez pas. Et enfin, n'abandonnez pas le offline. Le offline est encore décisif dans la construction de votre réputation. Les médias traditionnels, les rencontres que l'on fait un soir comme ce soir dans le monde réel, ça va faire plus de followers pour tout le monde, plus d'échanges, plus de relations. N'oubliez pas le offline, ne misez pas tout sur le online. Merci.